47% des chômeurs ont moins de 25 ans. Où en est Atout Inclusion? Pourriez-vous nous développer pour ceux qui ne seraient pas informés et quel est le budget? Alors, Atout Inclusion est un dispositif que nous avons mis en place qui consiste à prendre 400 jeunes sur une durée de 11 mois et de les accompagner à tous les niveaux, sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan aussi de la formation professionnelle. C'est-à-dire que nous permettons à ces jeunes de choisir deux ou trois métiers qu'ils aimeraient faire et nous allons faire en sorte qu'ils aillent dans les entreprises qui font ces métiers. Et puis, nous assurons un suivi de haut niveau pour que nous ayons le maximum de sorties positives. Alors, en ce moment, nous sommes dans la phase de mise en place. Il y a déjà un certain nombre de jeunes qui sont recrutés, parce que nous avions 4 sections. Donc, les choses se mettent en place. Et à la fin du mois de janvier, nous allons pouvoir tirer un premier bilan. Mais au moment où je parle, il y a déjà plus d'une centaine de jeunes qui sont impliqués dans l'opération Atout Inclusion, qui pour autant ne prétend pas à régler tous les problèmes de chômage en Martinique, parce que nous avons, et vous l'avez dit, environ 22-23% de chômeurs. Et la possibilité de résoudre ces problèmes de chômage passe par, évidemment, un autre type de développement économique. Il faut sortir de l'économie de comptoir et puis expérimenter aussi toutes les niches possibles d'emploi et dans tous les domaines, y compris dans ce qu'on appelle largement l'économie sociale et solidaire, mais qui doit toucher tous les secteurs d'activité. Et quel est le budget? Le budget est de l'ordre de 5 millions d'euros. Il s'agit principalement d'environ 5 millions de fonds européens et puis 2 millions de la CTM. Allez-vous réformer le fonds d'aide aux jeunes ou le laisser en l'état? Alors, le fonds d'aide aux jeunes a déjà été réformé, puisque nous avons constaté que c'était un dispositif qui fonctionnait avec quelques difficultés. Donc nous l'avons déjà réformé au moment où je vous parle, et nous sommes en train d'expérimenter la réforme que nous avons introduite, et nous sommes en train aujourd'hui de faire que les choses se fassent de manière plus rapide, parce que lorsque les jeunes viennent dans les communes auprès des missions locales demander des aides, il faut que nous soyons le plus réactifs possible. Et c'est pourquoi nous avons très rapidement réformé le fonds d'aide aux jeunes. L'une des inquiétudes de la Martinique est que certains jeunes désœuvrés s'adonnent à la drogue ou la délinquance. On retrouve aussi une violence grandissante, inimaginable pour ceux qui connaissaient la Martinique il y a 30 ans. Qu'allez-vous mettre en place pour y remédier? Alors, il s'agit d'un problème vraiment essentiel en Martinique. Nous avons plusieurs indicateurs qui nous montrent que les jeunes sombrent dans la délinquance de plus en plus tôt, qu'on trouve des jeunes dans la rue de plus en plus tôt, que l'utilisation de la drogue est un phénomène récurrent qui ne date pas des années 2010, qui date de nombreuses années déjà, puisque je me rappelle qu'étant à l'époque au Conseil général, c'était entre les années 90 et 2001, j'avais déjà mis en place un dispositif avec Mme Boas et d'autres collègues pour lutter contre cette addiction à la drogue. Mais en fait, le problème de la drogue est d'une espèce de suicide des jeunes, mais en branle une série d'interrogations. Interrogations sur ce que ces jeunes peuvent attendre de notre société, interrogations sur la capacité de la société à offrir des perspectives à ces jeunes, le problème de la déliquescence de certaines familles, la question des valeurs, c'est tout ce champ qu'il faut explorer pour apporter une réponse. Bien entendu, la réponse travail est une réponse importante. Mais à côté, il y a toute la dimension culturelle, il y a toute la dimension sociétale. Et ce que nous essayons de faire de notre position de conseil exécutif aujourd'hui, c'est de pouvoir, à travers le FAGE, à travers les missions locales, apporter des réponses. Mais plus fondamentalement, il nous semble qu'une interrogation plus large s'impose. C'est pourquoi nous avons lancé l'élaboration du schéma de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille. Cela nous permettra, de mon point de vue, de cerner les grands mouvements qui existent dans la société martiniquaise, les failles qui existent aussi dans les familles martiniquaises, de sorte que nous puissions apporter des réponses qui soient des réponses ciblées. La société martiniquaise n'est pas la société française. Les problèmes des jeunes martiniquais ne sont pas les problèmes des jeunes français de France. Il faut par conséquent que nous puissions apporter une réponse qui soit nôtre. Et je suis convaincu que
la réflexion s'impose et c'est pourquoi nous entendons la mener à travers l'élaboration du schéma de l'enfance, de la jeunesse et de la famille que nous avons commencé. Mais à côté de cela, il y a aussi tout ce que nous faisons globalement à la collectivité, c'est-à-dire le schéma territorial de développement, d'internationalisation et d'innovation, qui constituent des réponses économiques. Nous avons aussi décidé de mettre en place, et très rapidement, la conférence, ce que nous appelons la conférence de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous savons que dans tous les secteurs économiques, il existe des niches d'emploi en matière d'économie sociale et solidaire. Dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'économie verte, l'économie bleue et le social, il y a des niches d'emploi. Et cette conférence de l'économie sociale et solidaire nous permettra de mieux encadrer les choses, de mieux les orienter, de mieux organiser le financement, parce qu'il s'agit finalement d'une activité économique particulière, certes, mais d'une activité économique. Et je crois que la réponse est multiple. Elle est à la fois sociologique, elle est sociale, elle est aussi dans le sport, elle est dans toutes les actions que nous mettons en œuvre pour redonner de l'espoir aux jeunes. Et je pense que ce mot « redonner de l'espoir », cette expression est essentielle parce que ce dont il s'agit, finalement, c'est d'une perte de confiance dans la société martiniquaise, qui se traduit aussi par le départ massif des jeunes. Chaque année, nous avons plus de 3500 jeunes qui quittent la Martinique. Alors certains vont faire des études, mais d'autres partent parce qu'il n'y a pas de travail en Martinique. Et je pense que c'est une question essentielle parce que la question qui est posée à travers cela, c'est la capacité de notre pays, de notre nation de pouvoir survivre. Parce que lorsque vous avez une population vieillissante, lorsque vous avez des jeunes qui s'en vont, lorsque nous ne sommes plus capables d'assurer la reproduction et des générations, il y a là un problème essentiel que nous devons essayer de régler en nous mettant ensemble. C'est pourquoi je pense que les grands débats que nous devons avoir en Martinique n'ont malheureusement pas lieu ou pas suffisamment. On s'intéresse à des petites choses et à beaucoup de cancans dans ce pays, mais on ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui est essentiel. Et je considère aujourd'hui que la question de la jeunesse est une question essentielle, non pas seulement du point de vue des dérives que nous connaissons, mais du point de vue aussi du départ massif des jeunes martiniquais. Compte tenu des difficultés des EHPAD en capacité et autres investissements, comment pensez-vous mieux les accompagner? Alors, la question des EHPAD, c'est-à-dire de ces établissements qui sont chargés d'accueillir les personnes âgées, pose un problème plus large, qui est celui de savoir comment les institutions politiques, notamment, ont préparé le passage à une société où finalement le nombre de personnes âgées n'a cessé d'augmenter. Nous serons peut-être pas la première région de l'ensemble français la plus vieille, peut-être pas, mais peut-être parmi les 5 ou 6 régions les plus vieilles. Et ceci est un problème essentiel, un problème sociétal, un problème économique, un problème éthique posé aujourd'hui aux Martiniquais. L'une des premières choses à avoir été pensée par la collectivité dans le secteur du social, c'est d'élaborer le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. De mettre en place ce qu'on appelle la conférence des financeurs et de la prévention de la perte d'autonomie. Et d'avoir mis aussi le conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie qui concerne donc les personnes âgées. Donc tout ce qui concerne les personnes âgées, nous avons mis ces instruments, ces outils en place. Personnes âgées et personnes en situation de handicap. Nous sommes en train de réviser toute une série d'autres de dispositifs qui existent. Par exemple, les accueillants familiaux. Nous avons aujourd'hui près de 100 millions que nous investissons dans tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et chaque année, eh bien, pour les personnes handicapées, c'est 3 ou 4% de plus, et pour les personnes âgées, 5 ou 7% de plus. Donc, c'est considérable. Mais, évidemment, c'est une obligation morale que nous avons vis-à-vis de nos aînés. Les EHPAD sont une des réponses possibles. Et c'est ce que le schéma que nous avons élaboré nous a permis de voir. Les EHPAD de 60, de 80 places constituent une des réponses possibles, mais beaucoup de personnes ne pourront pas aller en EHPAD parce que ces personnes n'ont pas nécessairement les moyens. Et parce qu'il faut imaginer d'autres formes. Par exemple, nous avons eu l'occasion cette semaine de participer à l'inauguration d'une structure de 12 personnes qui s'appelle Moyaya, qui est située au quartier Lafitte à Sainte-Luce, où c'est un accueil de jour où l'on prend en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies similaires. Bon.
il faut aller vers ces petites structures, qui sont des structures plus humaines, où les familles sont géographiquement plus proches de leurs parents qui sont dans ces établissements. Il faut donc diversifier les modes d'accueil. Et le véritable enjeu n'est pas seulement de construire des EHPAD, mais surtout de diversifier les modes d'accueil, les modes d'accompagnement de nos aînés. Et le défi fondamental, c'est de savoir quelle place nous donnons à nos aînés. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de les parquer dans des EHPAD. Il s'agit de faire en sorte que la société martiniquaise réussisse l'inclusion des personnes âgées, comme à une époque nous avions réussi à le faire. Mais c'est vrai que les valeurs ont changé, le monde a changé, le départ massif des jeunes Martiniquais vers la France et crée des situations d'isolement de nos aînés. Et c'est pourquoi donc, la réflexion doit être beaucoup plus large que simplement financer les EHPAD. Disons tout de même que les EHPAD bénéficient des fonds européens pour leur construction, mais que malheureusement, les établissements qui reçoivent des personnes en situation de handicap, non. Donc nous sommes en train de nous battre pour que ces fonds européens puissent bénéficier aussi à la construction des établissements accueillant les personnes en situation de handicap qui sont à peu près 17% de la population, ce qui est évidemment extrêmement important. Mais la question du vieillissement et la question du handicap, ce sont des questions qui doivent être posées non seulement en termes de construction d'établissements, mais aussi en termes d'inclusion sociale, en termes de capacité des personnes handicapées, des personnes âgées de se déplacer. Et donc, ça, nous faisons appel dans ce domaine à la question des transports, à la question des droits, à la question de l'exercice de la citoyenneté par ces personnes. Et pour cela, évidemment, il y a un travail considérable que nous avons à faire. Et c'est vrai que du retard considérable a été pris et dans ces deux dimensions, personnes en situation de handicap et personnes âgées. Et nous sommes en train de nous battre pour faire avancer les choses. Et c'est une priorité pour la collectivité. Quelles sont les innovations sociales sur lesquelles vous aimeriez mettre l'accent? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses et plusieurs dimensions intéressantes. Alors, on l'a vu avec les personnes âgées. D'accord? Et le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap que nous avons mis en place, bon, comporte un certain nombre d'innovations. Il faut de l'innovation par rapport aux jeunes. Il faut de l'innovation par rapport au handicap. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la réponse accompagnée pour tous, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons zéro sans solution. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'un jeune, parce qu'il est en situation de handicap, eh bien, on ne puisse pas trouver une réponse à ces problèmes. Donc c'est cet effort qu'il faut faire, qui demande de l'investissement, parce que ça ne se fait pas gratuitement, qui crée de l'emploi certainement, mais qui demande de l'investissement. D'autre part, concernant les malades et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc il faut aussi accompagner des initiatives, parce que contrairement à ce que l'on pense, il y a déjà des initiatives qui se prennent sur le terrain. Contrairement à ce que l'on pense, il y a déjà de l'innovation. Des Martiniquais, des Martiniquaises réfléchissent, mettent en place des dispositifs, mettent en place des services à la personne, et nous devons être, nous, en tant que collectivité, capables d'identifier ces innovations, de les accompagner, et aussi d'imaginer un certain nombre d'innovations. D'ailleurs, j'ai voulu faire en sorte que l'innovation soit au cœur de la réflexion que nous avons dans le domaine social. Alors évidemment, tout cela ne se met pas en place du jour au lendemain. Il faut réfléchir, il faut mieux organiser les choses, il faut se nourrir aussi des autres expériences qui sont menées. Il faut écouter, notamment les acteurs de terrain. Et c'est tout cela que nous sommes en train de faire. Dans le domaine de la santé aussi, et nous avons pris l'initiative de plusieurs journées de réflexion sur la santé en Martinique. Alors évidemment, c'est l'ARS, l'agence régionale de santé, qui est responsable en matière de santé dans la Martinique, mais il y a tout un champ de prévention, d'éducation à la santé que nous nous sommes engagés à investir, et ces journées territoriales de réflexion sur la santé nous ont apporté un certain nombre d'éléments qui nous permettent désormais d'élaborer une stratégie en matière d'éducation dans le domaine de la santé. Mais il y a aussi toute une série d'autres choses à faire. Je pense par exemple à un véritable observatoire du médico-social et du social qui nous permettrait de bien comprendre ce qui se passe et surtout d'imaginer des politiques nouvelles. Lorsque nous mettons en place le schéma de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille, c'est toujours dans cette recherche d'innovation sociale parce qu'il faut innover absolument, c'est devenu vital
et c'est une préoccupation permanente que nous avons. Et déjà, il y a, comme je vous l'ai indiqué, un certain nombre de dispositifs que nous mettons en place dans le sens de l'innovation. En même temps, il ne faut pas nier qu'il y a beaucoup de structures qui manquent. Par exemple, nous avons une montée en puissance de jeunes qui très tôt ont des problèmes psychiatriques et il n'y a pas suffisamment, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, mais il n'y a pas suffisamment de structures pour les encadrer, pour les recevoir. Et ça aussi, c'est une préoccupation. C'est non seulement une préoccupation de la collectivité, mais il n'y a pas que la collectivité dans cette affaire. Il y a aussi l'État à travers l'Agence régionale de santé. Nous essayons de coordonner au mieux nos politiques, même s'il peut arriver que nous ne soyons pas d'accord sur tel ou tel aspect, mais il y a un climat excellent de travail entre la CTM et l'ARS aujourd'hui sur les questions notamment concernant le médico-social. Quel est votre point de vue sur les difficultés de l'hôpital de la Ménard? Eh bien, c'est la conséquence d'années d'errement, il faut le dire très clairement, et à tous les niveaux. Mais c'est aussi une incapacité de l'État à comprendre les véritables enjeux de l'hôpital, et singulièrement, pas seulement de l'hôpital en Martinique, de l'hôpital d'une manière générale dans toutes les régions, puisque la stratégie, c'est de faire des économies au détriment de la santé des personnes. Et ce qui se passe aujourd'hui au CHU de la Martinique est tout simplement inacceptable, intolérable. Lorsque l'on sait dans quelles conditions les gens sont, c'est intolérable. C'est-à-dire que nous avons fait des années de marche arrière. Lorsqu'on regarde un peu aussi, parce qu'il faut en parler, de tout ce qui a trait à la santé mentale, lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles on reçoit les gens à Colson, on s'interroge. C'est vrai que la collectivité, même si ce n'est pas sa responsabilité, a fait, institutionnellement en tout cas, a fait voter plus de 150 000 euros pour aider à l'amélioration des conditions d'accueil des personnes dans 2 pavillons de l'hôpital de Colson. Mais cela n'est pas suffisant. Je considère qu'il faut un effort puissant de l'État. Lorsque vous entendez ce qui se passe à Emma Ventura, Emma Ventura, ça appartient au centre hospitalier universitaire de la Martinique, pas à la collectivité territoriale. Parce que j'entends dire parfois des choses qui sont extrêmement confuses. Eh bien, quand on voit que parfois il n'y a plus de couches pour nos personnes âgées, je pense que c'est vraiment, c'est-à-dire que parfois je n'ai pas de mots pour dire que cette situation, on ne peut pas laisser faire ça. Bon, la collectivité s'engage et autant que cela lui est possible, même si on voit un désengagement de l'État à tous les niveaux. L'État demande de faire des économies. L'État nous doit beaucoup, plus de 80 millions sur le RSA. Mais en dépit de cela, la collectivité ne peut pas rester sans réagir face à des démissions de l'État. Et pas seulement en Martinique, je le dis, mais aussi dans beaucoup de régions en France. Mais a fortiori en Martinique, parce que nous savons que les moyens dont nous disposons ne suffisent pas pour faire face à cette catastrophe aujourd'hui. Et il y a une catastrophe des hôpitaux. On a nommé des inspecteurs pour tenter de régler la situation. J'espère qu'ils pourront le faire, mais il faut revoir de manière radicale les politiques qui sont menées en Martinique dans le secteur de la santé. Et puis, il y a une dimension aussi qui est essentielle, c'est le poids qu'il faut donner dans les politiques à tout ce qui concerne la prévention, à tout ce qui concerne l'éducation en matière de santé. Et la collectivité devra, pour ceux qui la concernent, même si la responsabilité de la santé en tant que telle, c'est l'État, la collectivité devra participer notamment en matière de prévention, en matière d'éducation à la santé, parce que nous pensons que c'est la voie, d'autant que l'on sait aujourd'hui que la définition de la santé, ce ne sont pas seulement les soins, mais c'est aussi les conditions de vie, la santé environnementale. Et puis, je ne peux pas ne pas parler du fameux scandale chlordécone, qui revient aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas dit aux Martiniquais que l'importance des résidus était plus importante, était plus considérable dans le foie de l'animal que dans la graisse, puisque l'organe, enfin, si vous voulez, l'élément qui servait à mesurer le taux de chlordécone dans la viande, c'était la graisse de l'animal. Eh bien, on en trouve 4 fois plus dans le foie, ce qui est en soi déjà un scandale. Et je crois que là aussi, la politique de l'État devra être beaucoup plus visible et nous aurons sur cela
des exigences parce que nous considérons qu'il en va de la santé des Martiniquais. Quels sont les autres enjeux qui vous tiennent le plus à cœur? Alors nous avons plusieurs enjeux essentiels. Alors j'ai parlé évidemment des personnes âgées, nous avons parlé de la jeunesse et martiniquaise, non pas de manière démagogique, mais parce que nous considérons que ces deux éléments, personnes âgées et jeunes, constituent des clés essentielles et qu'il nous faut apporter en urgence des réponses. Et c'est ce que nous avons commencé à faire au sein de la 7e. Mais il y a une question qui est, de mon point de vue, une question essentielle. C'est toute la question du développement de la Martinique. Et le développement de la Martinique, non pas comme une répétition de ce que nous avons fait éternellement, c'est-à-dire des politiques qui ne correspondent pas à ce que nous sommes, à ce que nous voulons, à ce qui correspond à notre environnement. Il faut radicalement donc changer de politique, et je l'ai dit depuis des années, mettre en place une véritable politique économique qui ne soit pas une économie de comptoir. Il faut sortir de l'économie de comptoir. Nous avons, de mon point de vue, des femmes, des hommes suffisamment intelligents, ayant une forte capacité d'initiative. Aujourd'hui, il faut orienter l'effort économique vers l'émergence d'une économie qui soit une économie martiniquaise. Alors je dis peut-être que certains peuvent ne pas être d'accord sur le terme. Je pense qu'il y a une nation martiniquaise et je pense qu'il nous faut une véritable économie nationale martiniquaise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut une économie qui soit à l'échelle de ce pays, qui soit conforme aux intérêts de ce pays, qui ne soit pas simplement l'appendice de l'économie française. Et je souhaite que tout l'effort que nous allons faire à travers le schéma territorial de développement, d'internationalisation et d'innovation, nous permette d'aller progressivement vers cette voie. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grande nuit, de révolution copernicienne en l'espace de 5 ans, mais je pense qu'il faut poser les jalons pour aller dans cette direction. Et ce qui me semble important dans tout cela, c'est la question de la recherche et du développement. Il faut que nous ayons de véritables structures de recherche et de développement, parce qu'aujourd'hui, la véritable stratégie économique repose sur la matière grise, sur notre capacité à imaginer, sur notre capacité à innover, sur notre capacité à transformer en produits de haute valeur ce que nous avons dans notre pays. Nous avons, je le dis, la matière humaine qui nous permettrait de le faire. Il faut aussi la concrétisation de la volonté politique, parce que cette volonté politique existe dans notre équipe. Après, il faut concrétiser, accompagner, suivre, évaluer et aller de l'avant. En tout cas, moi, je suis sûr de la capacité des Martiniquais, de la jeunesse martiniquaise, des femmes martiniquaises, des hommes et des artisans, de tous ceux qui constituent la société martiniquaise, pour que nous comprenions que la question de la bataille de l'identité est une bataille à mener de manière permanente. En grande partie, nous avons gagné cette bataille, mais il faut aller plus loin, et la dimension économique est devenue, de mon point de vue, une dimension essentielle dans le combat pour notre émancipation. Comment est situé le social au sein de la politique d'Alfred Marie-Jeanne, président de l'exécutif? Alors, le social n'est pas simplement une œuvre de charité. La réflexion que nous essayons de développer, c'est d'arriver à un changement de paradigme qui met le social au centre du développement. C'est-à-dire que dans toute société, quelle que soit la société riche, société pauvre, il y a une dimension d'accompagnement qui peut se faire évidemment avec des moyens financiers, sans moyens financiers, peu importe. La société doit accompagner ces personnes âgées. La société doit accompagner ces personnes en situation de handicap. La société doit prendre en charge des enfants en difficulté. C'est tout cela, l'accompagnement social. Mais cet accompagnement social, contrairement à ce que certains essaient de développer, en donnant l'impression qu'on jette 400 millions d'euros dans le social. Non, ces 400 millions génèrent de la richesse, génèrent des emplois, génèrent aussi des entreprises, génèrent aussi des manières de faire. Autrement dit, nous intégrons l'action sociale dans, finalement, le cœur de la Martinique. Je prends un exemple très simple. Il y a un ami qui souvent me dit, bon, écoute, tu es dans le social. Moi, quand je vais me promener avec mes petits-enfants, je pourrais leur dire que c'est moi qui ai bâti ce pont,
c'est moi qui ai bâti ce bâtiment. Bon, dans le social, on ne fait pas ça, évidemment, ou très, très secondairement, mais on s'occupe des âmes. C'est-à-dire que peut-être que l'architecte qui demain construira ponts et immeubles, l'ingénieur, le chercheur, eh bien, sera un enfant que l'action sociale nous aura permis d'aider. Parce qu'il y a, et je m'en félicite, parmi les enfants que nous prenons en charge, soit à travers les assistants familiaux que je salue, dont je reconnais la qualité du travail, soit à travers les institutions, eh bien nous avons des enfants qui savent profiter de cette chance et qui arrivent très loin et qui sont quand même des gens qui se souviennent qu'ils ont été aidés et qui, à leur tour, aident les jeunes les plus en difficulté à s'en sortir. C'est dire que le social est un élément du développement de la Martinique. Il ne faut pas non plus considérer que c'est de la charité, comme je le disais, et à travers les CESAD, à travers les services à la personne, ce sont des milliers d'emplois qui sont créés aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que mieux se développer économiquement, c'est aussi mieux s'aider socialement? Alors, comment vous dire? C'est-à-dire que l'équation n'est pas toujours vraie. Nous avons des pays, les États-Unis, qui sont des pays très développés, très riches, mais où la misère sociale peut être atroce. Pas suffisamment de couverture sociale, etc. etc. C'est-à-dire que nous avons des pays extrêmement riches qui marginalisent très fortement certains de leurs ressortissants, notamment les plus faibles. Et puis vous avez des pays qui sont moins riches, je prends le cas de la Suède, où les politiques sociales sont plus progressistes. Donc ce n'est pas seulement une question de richesse. Il n'y a pas une adéquation totale entre la qualité du développement économique et la qualité du développement social. On peut avoir du développement social de très grande qualité avec des moyens qui sont moindres. Je prends le cas de Cuba, même si ça peut choquer certaines personnes. Cuba, et c'est reconnu au plan mondial, a su mettre en place un système d'éducation, un système de santé parmi les meilleurs du monde, mais on ne peut pas dire que Cuba soit un pays extrêmement développé. Par contre, si nous pouvons faire en sorte que les deux aillent du même pas, ce serait très bien. C'est pourquoi nous disons de manière permanente, et depuis des années, ce n'est pas un discours que nous inventons, il y a la nécessité d'accompagner les personnes les plus fragiles, mais il y a aussi la nécessité de développer le pays sur le plan économique. Et le développement du pays sur le plan économique nous permettra, d'une part, de réduire nos difficultés sociales, parce que ça nous permettra d'inclure un certain nombre de jeunes dans la société, de donner de l'ambition à ces jeunes, parce que quand vous avez des jeunes qui ne vont plus à l'école, bien qui sont absentéistes, etc., ou bien des jeunes qui sont dans les cages d'escalier ou bien sous les abribus parce qu'il n'y a pas de travail, eh bien cela nous montre bien l'importance du développement pour donner des perspectives à la jeunesse, mais en même temps, il nous faut avoir la société la plus progressiste possible. C'est pourquoi moi j'ai toujours souhaité que nous ayons une société qui soit une société évidemment qui se développe, mais une société où il y a une dimension sociale, où il y a une dimension écologique, il y a une dimension humaniste pour que tous les hommes soient traités avec dignité. Quel est le pays qui serait pour vous l'exemple sur le point social? Je ne sais pas s'il est possible de reproduire de manière identique ce qui se passe dans d'autres pays. Mais nous savons qu'il y a des pays où il y a en matière sociale des innovations, une conception qui est très avancée. Je pense particulièrement à la Suède, mais je pense à des pays aussi comme Cuba. Vous voyez que ça peut être des pays où il y a des régimes très différents. Mais j'ai toujours pensé que les Martiniquais devaient inventer, imaginer. Je pense que c'est vraiment l'imagination, la mort, l'invention, la mort. Il nous faut faire quelque chose qui soit à notre échelle, mais il nous faut aussi, bien entendu, nous inspirer de toutes les bonnes pratiques que l'Homo sapiens a créées ici ou là, sans distinction de race, etc. Je pense qu'il y a véritablement, il faut avoir la volonté de regarder ce qui se fait, mais il faut avoir aussi la volonté et l'intelligence de partir de ce que l'on est soi-même pour imaginer des choses nouvelles. Et je crois que notre société a des ressorts lui permettant d'imaginer un système social qui soit à son image. Claude Lise, président de l'Assemblée, a dit que malgré son expérience dans le social, vous n'êtes jamais venu en discuter avec lui. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui d'une ou deux questions. Mais en même temps,
pense qu'il faut qu'on entre dans une société d'adultes. Et je vais le dire de manière assez brutale, s'il le faut, parce que je n'ai pas de langue de bois. Je pense que Claude Lise est président de l'Assemblée. Et en tant que président de l'Assemblée, il a fort à faire. Parce que ça, c'est important. Il a une expérience dans le social que j'ai toujours saluée. D'ailleurs, lorsque je présente des dossiers en plein air, je ne manque pas, quand cela s'impose, de faire référence au travail de Claude Lise. Je rappelle aussi, parce que c'est toujours utile de rappeler ces choses, que lors des élections de 2015 pour la collectivité territoriale, j'ai été peut-être l'un des rares, avec le président Marie-Jeanne, à soutenir très fermement Claude Lise. Et parfois même contre l'avis de ses propres camarades de son parti. Je le dis, parfois contre l'avis des camarades de son propre parti. Je l'ai fait pourquoi? Parce que j'ai considéré qu'un homme comme Lise était une valeur martiniquaise. Et que dans le combat que nous avions engagé, il nous fallait toutes les compétences possibles. Que les intelligences étaient nécessaires et qu'il ne fallait pas exclure des intelligences pour des considérations d'âge. J'ai été aussi l'un des rares à combattre ce que j'appelais le jeunisme. D'accord? C'était cette théorie fumeuse qui voulait écarter à la fois Marie-Jeanne et Lise de la scène politique. Je l'ai combattu parce que je pense que le jeunisme n'est pas véritablement une théorie politique, c'est une idéologie de prise de pouvoir parce qu'on est plus jeune. Et je l'ai condamné et je l'ai combattu ouvertement. Eh bien, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais je crois que dans l'évolution des responsables politiques, chacun a des responsabilités. Claude Lise a une responsabilité, Alfred Marie-Jeanne a sa responsabilité, j'ai ma part de responsabilité, comme Daniel Marissette a sa part de responsabilité. Nous discutons entre nous, mais il n'est pas question qu'un conseiller exécutif vienne à genoux devant qui que ce soit demander chaque matin ce qu'il doit faire. Non, ça ne se passe pas ainsi. C'est-à-dire que les gens qui sont en responsabilité prennent leurs responsabilités. Et s'expliquent devant le conseil exécutif, c'est mon cas, devant l'Assemblée aussi, c'est mon cas aussi, c'est le cas d'autres élus, et devant le peuple. Bien. Et puis d'autre part, je pense aussi que la manière dont le social se pose aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que dans les années 90. Il y a eu des mutations, et nous devons nous adapter à ces mutations. D'ailleurs, il y a un nombre important de dispositifs que nous sommes en train de changer. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, non pas parce que c'est la faute à qui. Non, ça ne fonctionne plus parce que ça ne correspond plus aux besoins, aux exigences de notre temps. Voilà ce que je veux dire simplement sur cela. Et je ne regrette pas l'attitude permanente que j'ai eue vis-à-vis de Claude Lise, mais je réaffirme que pour ce qui me concerne, j'ai toujours été un homme loyal. Loyal vis-à-vis de ceux avec lesquels je m'engageais. Quand je suis en accord, je dis que je suis en accord. Quand je donne une parole, je tiens la parole coûte que coûte. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Je suis libre, je suis un homme totalement libre. Je suis le courtisan de personne. Et je crois qu'il faut quand même que chacun fasse ce que le présent lui donne comme mission. Le président me donne comme mission de m'occuper du secteur qu'Alfred G. Marie-Jeanne a bien voulu me confier, c'est-à-dire le secteur social. Et je suis un homme qui écoute. Je peux demander conseil, je n'ai aucune honte à demander conseil, mais je n'ai pas tous les matins demander à qui que ce soit ce que je dois faire. Ça doit être aussi extrêmement clair. Qu'espérez-vous comme budget en 2018 et qu'avez-vous eu comme dotation en 2017? Alors, nous sommes, c'est vrai, en 2018 dans un exercice budgétaire contraint. Je crois que le président Marie-Jeanne l'a à plusieurs reprises rappelé. Il nous manquerait autour de 200 millions, 300 millions pour pouvoir clôturer le budget 2018. Le président Marie-Jeanne l'a dit. Alors, il s'agit, évidemment, non pas de dépenses qui ont été réalisées par l'actuel CTM, mais il s'agit d'une partie de l'héritage. En tout cas, nous l'avons, nous le prenons en charge. Mais je devais rappeler cela. Et donc, on a nécessairement un budget contraint, sauf si les choses, comme nous l'espérons, changent, qu'il y a un effort de l'État. Et nous avions un budget d'un peu plus de 400 millions dans le secteur social. Et il faut bien rappeler, parce que ça peut faire beaucoup les 400 millions, a priori, mais sur les 400 millions, nous avons déjà plus de 200 millions de RSA. Il faut qu'on ait ça en considération. Et sur les 200 millions et quelques qui nous restent, nous avons près de
100 millions pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc vous voyez que ce n'est pas tant que ça quand on essaie de rapporter les choses à la réalité de ce que nous avons à faire. Donc j'espère qu'on aura un budget similaire, c'est ce vers quoi nous sommes en train de tendre, mais en même temps, s'il y a des efforts à faire, eh bien, tout le monde devra faire des efforts. Tout le monde devra faire des efforts, le social, l'économique, la culture, et puisqu'il faudra pouvoir répondre aux besoins des Martiniquais, donc chacun devra faire des efforts. La plupart des observateurs disent que vous êtes le nouveau dauphin d'Alfred Marie-Jeanne. Quand allez-vous rentrer au mime? Merci de cette question étrange. Alors, non, je connais le mime depuis très longtemps. J'ai vu la constitution du mime, j'ai vu la création du mime en 1978, ça fait très longtemps, et je n'ai pas adhéré au mime. Je n'ai pas adhéré au mime parce que le mime est une organisation patriotique que je respecte, et il y a des militants qui sont des militants de très grande qualité, autant dans la direction que parmi les militants de base. J'ai mené des combats avec certains d'entre eux quand nous étions étudiants ou simplement jeunes ou alors en tant que militant d'une organisation que je respecte. Mais ma philosophie n'est pas identique. J'ai une philosophie différente, c'est pourquoi nous avons constitué le PALIMA, le Parti pour la libération de la Martinique. Cependant, nous considérons qu'il faut être dans une stratégie d'alliance avec l'ensemble des partis patriotiques, l'ensemble des partis anticolonialistes qui peuvent porter la Martinique. C'est pourquoi le PALIMA joue un rôle extrêmement actif dans la large alliance qui s'est décidée. D'abord, il faut rappeler qu'historiquement, cette alliance MIM, CNCP, PALIMA, Parti communiste martiniquais, RDM, essaie d'abord concrétiser à Fort-de-France à l'occasion des élections de 2012. Et donc, ça a été ensuite généralisé. Donc, par conséquent, nous battons pour que les Martiniquais se mettent ensemble, surtout les Martiniquais qui ont des philosophies similaires, afin d'aller de l'avant. Bien, mais il n'est pas question que j'entre au mime, par conséquent, pour ces raisons-là. Alors, je ne suis pas un dauphin. Je ne me sens pas bien dans la peau d'un dauphin. Et je pense, de manière très claire, que les dauphins, généralement, n'ont pas une longue vie. Et que les dauphins, dans toutes les expériences que j'ai pu constater ici ou là, les dauphins n'ont pas été très brillants. Et je ne suis pas non plus un requin. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui imagine des stratagèmes politiques pour salir ses adversaires, ce que je subis en permanence, pour salir ses adversaires parce que je veux arriver au premier plan. Je rappelle là mes engagements. Mes engagements, c'est pour la Martinique. Je suis un militant anticolonialiste. Je me bats pour que la Martinique prenne en main ses affaires. C'est une constante, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché. La seconde chose, je suis un militant d'une société plus juste. Et je me bats pour cela. Donc, il y a des valeurs philosophiques, des valeurs politiques, des valeurs éthiques qui me portent et je m'en tiens à ces valeurs. Et je ne suis pas dans une course à la succession de Marie-Jeanne. D'ailleurs, il n'y a pas de succession de Marie-Jeanne qui soit ouverte. Je suis dans une seule course, la seule que je revendique, la seule pour laquelle je me bats, c'est de sortir le pays de l'impasse, pas seul, avec d'autres, pour que nous puissions demain avoir un pays qui corresponde aux ambitions de nos jeunes et de notre peuple.